jalousie. Entends-tu bien, fillette? Est une chose là qui fait que l'on s'inquiète et qui chasse les jeunes d'autour d'une maison. Je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai, quand tu tiens ton potage, que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme la femme est en effet le potage de l'homme. Ah, des dieux. Et quand un homme voit d'autres hommes qui, parfois, veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même? Et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les bio-monsieur. C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue et qui n'en veut que pour soi. Venez Agnès, rentrez. La promenade est belle. Fort belle, Le beau jour. fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une bien étrange chose. Voyez la médisance et comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est donc la vérité qu'un homme est... Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous ne vissiez personne. J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, je refais de même, une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant! Le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Ah, sorcière maudite, empoisonneuse dame, puisse l'en faire payer tes charitables trames. Moi, j'ai blessé quelqu'un? Fis-je tout étonné. Oui, ma fille, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vîtes du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, ma fille, vos yeux ont fait ce coup fatal. Et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Vos yeux seuls peuvent empêcher sa ruine. Et du mal qu'ils ont fait, être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je. Et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Ah, suppôt de Satan, exécrable damné. Voilà comme il me vit, et reçut guérison.
vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir et ne puis pleurer en voyant un poulet mourir. Je crains que le Pandar, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis. Vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde. Et me disait des mots les plus gentils du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler. Et toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point prié, Agnès, quelque autre chose? Et il m'a... Quoi? pris... Plaît-il? Je n'ose. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Il... Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban, mais je voulais apprendre s'il n'a rien fait que vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autre chose? Non, mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger, si l'on m'eût demandé, que pour le secourir, j'aurais tout accordé. C'est un péché mortel des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous, et la raison de grâce. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses, mais il faut le goûter en toute honnêteté et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non! Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. Un d'austères devoirs le rang de femme engage. Et vous, n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe est là toute puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême, Et l'autre subalterne l'une en tout est soumise, à l'autre qui gouverne, et ce que le soldat dans son devoir instruit, montre d'obéissance, au chef qui le conduit, un valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère. N'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Mon visage friponne. Dans cette occasion, rend vos sens effrayés. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouble en ces projets l'amour qui vous possède. Ah, n'appelez point des yeux le galant à votre aide. Il est trop éloigné pour vous porter secours. Ah, ah. Si jeune encore, vous jouez de ces tours. Pourquoi me criez-vous? J'ai grand tort, en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait.
sur un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il faut se marier pour ôter le péché. Oui. Mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement entre nous, il m'est plus pour cela selon mon goût que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais hélas, il le fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier il donne des désirs. Ah! C'est que vous l'aimez, traîtresse. Oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même. Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Deviez-vous aimer, impertinente? Hélas, et ce que j'en puis mais, lui seul en est la cause, et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir? Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire? Moi? Pas du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Oh, il est vrai! Oh, je suis bien d'en être réjoui! Vous ne m'aimez donc pas, à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment? Non. Voulez-vous que je mente? Pourquoi ne m'aimez pas, Madame l'imprudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché que je pense. Je m'y suis efforcé de toute ma puissance, mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment? Il en sait donc là-dessus plus que vous. Car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade. Ma main de ce discours ne venge la bravade. J'enrage quand je vois sa piquante froideur et quel concours de froid satisferait mon cœur. Hélas, vous le pouvez si cela peut vous plaire. Ce mot, ce regard désarme ma colère et produit un retour de tendresse et de cœur qui, de son action, lui fasse la noirceur. Eh bien, faisons la paix. Va, petite traîtresse, je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. En me voyant si bon en revanche, aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu le veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard mourant. Contemple ma personne. Qui te se morveux et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui, dis si tu le veux. Je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Tenez. Tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. Ah! C'est trop me braver. Trop pousser mon courroux. Je suivrai mon dessein, bête trop indocile, et vous dénicherez à l'instant de la ville. Vous rebutez mes vœux, et me mettez à bout. Mais un cul de couvent me vengera de tout. Tous ces-ils ces jours-ci passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, Séant? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Et Tartuffe! Et Tartuffe! Et Tartuffe! Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre âme! Le soir, elle eut un grand dégoût, et ne put au souper toucher à rien du tout. Et Tartuffe? Tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe!
Tartuffe, il me soupa lui tout seul et fort dévotement mangea 2 perdrix et la moitié d'un gigot à un chi. Le pauvre homme! La nuit se passa tout entière sans qu'elle pût un moment fermer la paupière. Des chaleurs m'empêchaient de pouvoir sommeiller. Et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe! pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table. Et dans ce lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme! À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée. Et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe, il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux fortifiant son âme, but pour réparer le sang qu'avait perdu madame 4 grands coups de vin. Le pauvre homme! Tous deux se portent bien enfin, et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Marianne! Mon père, Approchez! J'ai de quoi vous parler en secret. que cherchez-vous? Je vois si quelqu'un n'est point là qui pourrait nous entendre, car ce petit endroit est propre pour surprendre. Or su, nous voilà bien. J'ai, Marianne, en vous, de tout temps reconnu un esprit assez doux, et de tout temps aussi vous m'avez été cher. Je suis fort redevable à cet amour de père. Fort bien, ma fille. Et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est tout, je mets aussi ma gloire la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Qui? Moi? Vous voyez bien comme vous répondrez. Hélas, j'en dirai moi tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand toute sa personne un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux, hein? Et Quoi? qu'est-il? Qu'est-ce? Me suis-je méprise? Comment? Qui voulez-vous, mon père, que je dise? Qui me touche le cœur et qui me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe! Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité, et c'est assez que pour vous je l'ai arrêté. Quoi, vous voulez, mon père? Oui, je prétends ma fille unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux, j'ai résolu cela, et comme sur vos vœux je... Et que faites-vous là? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle et j'ai traité cela de pure bagatelle. Quoi donc? La chose est-elle incroyable? À tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois Je pas. sais bien le moyen de vous le faire croire. Oui, oui, vous nous contez une plaisante Je histoire. compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson! Ce que je dis, ma fille, n'est point jeu. Allez, n'écoutez point d'un monsieur votre père, il raille. À la fin, mon courroux. Eh bien, on se croit donc et c'est tant pis pour vous. Quoi, ce petit monsieur? Qu'avec l'air d'homme sage et cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou? Écoutez, vous avez pris séance certaines privautés qui ne me plaisent point. Je vous le dis, mamie. Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense, et puis que vous apporte une telle alliance. Sachez que d'une fille, on risque la vertu lorsque dans son hymen son goût est combattu. Que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne. Et que ceux dont partout on montre au doigt le front font souvent de leurs femmes ce qu'on voit qu'elles sont. Et qui donne à sa fille un homme qu'elle est, et responsable au ciel des fautes qu'elle fait?
ma parole à Valère. Mais outre qu'à jouer, on dit qu'il est enclin, je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il hante les églises. Voulez-vous qu'il y court à vos heures précises comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande pas votre avis là-dessus. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde. Et c'est une richesse à nulle autre seconde. Cet hymen de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit, en douceurs et plaisirs. Ensemble vous vivrez, dans vos ardeurs fidèles, comme deux vrais enfants, comme deux tourterelles. À nul fâcheux débat, jamais vous n'en viendrez, et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera qu'un saut, je vous assure. Ouais, quel discours. Je dis qu'il en a l'encolure, et que son ascendant, monsieur, l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre, et songez à vous taire, sans mettre votre nez où vous n'avez que faire. Soit. Mais ne disant non, je n'en pense pas non. Pense si tu le veux. Mais applique tes soins et ne m'en point parler, ou... Suffit. Comme sage, j'ai pesé mûrement toutes choses. J'enrage de ne pouvoir parler. Sans être damoiseau, Tartuffe est fait de sorte... Oui, c'est un beau museau. Que quand tu n'aurais même aucune sympathie pour tous les autres dons... La voilà bien lotie. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferai voir bientôt après la fête qu'une femme a toujours une vengeance prête. Donc de ce que je dis, on ne fera nul cas? De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Fort bien. Pour châtier ton insolence extrême, il faut que je lui prenne un revers de ma main. Ma fille, vous devez approuver mon dessein. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je me moquerai fort de prendre un tel époux. Vous avez là ma fille, une peste avec vous. Avec qui, sans péché, je ne saurais plus vivre. Je me sens hors d'état maintenant de poursuivre. Ces discours insolents m'ont mis l'esprit en feu, et je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime. Elle ne doit se parer qu'autant que peut le désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté. Et pour rien ne doit être compté que les autres la trouvent laide. Deuxième maxime. Loin, ses études de yad, ses os, ses blancs, ses pommades, et 1000 ingrédients qui font des teints fleuris. À l'honneur tous les jours, ce sont drogues mortelles, et les soins de paraître belle se prennent peu pour les maris. Troisième maxime. Sous sa coiffe en sortant, comme l'honneur leur donne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, il ne faut plaire à personne. Avez-vous donc perdu, dites-moi la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on me propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur ne me point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui, et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il ne peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais, raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, qu'envers mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessous vers 100 fois mon cœur? Et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne saurais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède, sans doute, est merveilleux. J'enrage si j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au fait plaisir des gens. Je ne compatis point à quitter des sornettes, et dans l'occasion mollie comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais ne regardais-je pas pour les feux de Valère?
Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un bourru fieffé, qui sait de son tartuffe entièrement coiffé, et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un haut refus d'éclatant mépris, ferais-je dans mon choix vers un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde étalés? Non, non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être un monsieur Tartuffe, et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Mon Dieu! Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme, quand d'un époux si beau, vous verrez la femme. Ah, cesse, je te prie, un semblable discours. Écoute cette hymen, ouvre-moi du secours. C'en est fait. Je me rends, et suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulut-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau, de quoi vous plaignez-vous? Si pourtant votre époux... Ah! Tu me fais mourir! Je te conseille plutôt, songe à me secourir. Je suis votre servante. Et Dorine, de grâce, Il faut pour vous punir que cette affaire passe. ma pauvre fille, Non, si mes vœux déclarés, point, Tartuffe est votre homme et vous en tâterez. tu sais qu'à toi toujours je me suis fait confiance. Non, vous serez ma foi tartuffier. Eh bien, puisque mon sort ne saurait t'émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide. Et je sais de mes mots l'infaillible remède. Et là! Là, revenez. Je quitte mon courroux. Il faut, nonobstant tout, avoir pitié de vous. Ne vous tourmentez point. On peut adroitement et se jouer du père et unir deux amants. Laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit. Et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Plût au ciel qu'il fût vrai, la chose serait belle. Enfin, votre intérêt l'oblige à le demander. Sur l'hymen qui vous le trouble, elle veut le sonder. Savoir ses sentiments et lui faire reconnaître quelle fâche démêlée il pourra faire honnête s'il faut qu'à ses desseins il prête quelque espoir. Son valet dit qu'il prie, et je n'ai pu le voir, mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Laurent, serrez ma haire avec ma discipline et priez toujours que le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers. Des aumônes que j'ai, partagez les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire... Ah mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair, sur vos sens, fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte. Mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusque en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie. Je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse. Et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Ah, comme il sera d'ici. Ma foi, j'en suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne. Et je vous laisse ensemble.
J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire. Et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravie de même. Et sans doute, il m'est doux, madame, de me voir seule à seule avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandée sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien, où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière, et vous faire au serment que les bruits que j'ai faits des visites qu'ici reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne. Ouf! Ah, madame, sachez que ma ferveur est telle. Vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire autre mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. De grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Il est vrai, mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai, dites-moi? Il m'en a dit 2 mots. Mais, madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tend de tous vos soupirs, et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. D'une ardente amour sentir mon cœur atteint, au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous que partout on nomme... Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon époux cette galante ardeur? Que l'avis d'un amour de la sorte ne put bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité, et que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse. Considérerez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle, et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autres façons peut-être. Mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux. Mais je veux en revanche une chose de vous. C'est de serrer tout franc et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne. De renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir. Les maximes du mariage ou le devoir de la femme mariée avec son exercice journalier. 4e maxime. Or, ceux dont au mari la visite se rend, la bonne règle défend de recevoir aucune âme. Ceux qui, de galante humeur, n'ont affaire qu'à madame, n'accommodent pas monsieur. 5e maxime. Il faut des présents des hommes, qu'elles se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Approchons cette table. Et vous mettez dessous. Comment? Vous bien cacher est un point nécessaire. Pourquoi sous cette table? Oh mon Dieu, laissez faire.
dit qu'en ce lieu vous me vouliez parler? Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise et regardez partout de crainte et de surprise. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmé, me trouver ici seul avec vous, enfermé. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur un peu trop prompt peut-être à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame, et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah! Si d'un tel refus vous êtes en courroux, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre lorsque, si faiblement, on le voit se défendre. Quelque raison qu'on trouve à l'amour qui nous dompte, on trouve à l'avouer toujours un peu de honte. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend. Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'eût-tu de quoi me plaire? C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel dans tous mes sens fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur de vos vœux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux, qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne vienne m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire, et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez. Quoi? Vous voulez aller avec cette vitesse et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse? On se tue à vous faire un aveu des plus doux, cependant ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités, et je ne croirais rien que vous n'ayez, madame, par virginalité su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi? De votre poursuite, on ne peut se parer, et vous ne donnez pas le temps de respirer. Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez sans offenser le ciel, dont toujours vous parlez? Le ciel défend de vrai certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Poussez fort, madame. Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? C'est un rhume obstiné sans doute, et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Vous êtes assuré ici d'un plein secret, et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ce n'est pas pécher que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder, et qu'à moins de cela je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute assurément n'en doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge, et la chose de soi... Ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez?
C'est un homme entre nous à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire, et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Il n'importe, sortez, je vous prie un moment, et partout là dehors, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue. Un abominable homme. Je n'en puis revenir et tout ceci m'assomme. Quoi? Vous sortez si tôt? Vous vous moquez des gens? Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Mon Dieu, l'on ne doit point croire trop de léger. Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre et ne vous hâtez point de peur de vous méprendre. Le patriarcat ne tombera pas tout seul. Organisons-nous pour lui péter la gueule. Le patriarcat ne tombera pas tout seul. Organisons-nous pour lui péter la gueule. Le patriarcat ne tombera pas tout seul. Organisons-nous pour lui péter la gueule. 8e maxime. Celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. 9e maxime. Dans ces meubles, dût-elle en avoir de l'ennui, il ne faut écritoire, encre, papier ni plume. Le mari doit, dans les bonnes coutumes, écrire tout ce qui s'écrit c'est chez lui. Non. Celui qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que la femme qui le prend ne le prend que pour elle. 10e maxime. Ces sociétés déréglées qu'on nomme belles assemblées, des hommes tous les jours corrompent les esprits. En bonne politique, on les doit interdire, car c'est là que l'on conspire contre les pauvres épouses. Le patriarcat! Le patriarcat! Le patriarcat! Le patriarcat! Me trouves-tu bien ainsi? Le mieux du monde. Et je vous attendais avec impatience. Enfin, le ciel m'a fait d'un naturel le plus humain du monde que je ne puis voir deux amants soupirer l'un pour l'autre qui ne me prennent une tendresse charitable et un désir ardent de soulager les maux qu'ils sont. Je veux, à quelque prix que ce soit, tirer Lucinde de la tyrannie où elle est et la mettre en votre pouvoir. Vous m'avez plu d'abord. Et je me connais en gens, elle ne peut pas mieux choisir. Ah, l'amour risque des choses extraordinaires. Et nous avons concerté ensemble une manière de stratagème qui pourra peut-être nous réussir. Toutes nos mesures sont déjà prises. L'homme à qui nous avons affaire n'est pas des plus fins de ce monde. Et si cette aventure nous manque, nous trouverons 1000 autres voies pour arriver à notre but. Attendez-moi là seulement. Je reviens vous quérir. Monsieur! Allez, Qu'est-ce? Réjouissez-vous! De quoi? Monsieur, votre fille est guérie! Ma fille est guérie? Oui, et je vous amène un médecin, mais un médecin d'importance, qui fait des cures merveilleuses et qui se moque des autres médecins. Où est-il? Je vais le faire entrer. Il faut voir si celui-ci fera plus que les autres, hein. Le voici.
un médecin qui a la barbe bien jaune. La science ne se mesure pas à la barbe, et ce n'est pas par le menton qu'il est habile. Monsieur, on m'a dit que vous aviez des remèdes admirables pour faire aller à la selle. Monsieur, mes remèdes sont différents de ceux des autres. Ils sont l'émétique, les médecines, les saignées, les lavements, mais moi, je guéris par des paroles, par des sons, par des lettres, par des talismans et par des anneaux constellés. Que vous ai-je dit? Voilà un grand homme. Monsieur, comme votre fille est là, tout habillée dans une chaise, je vais la faire passer ici. Oui, faites. Votre fille est bien malade. Vous connaissez cela ici? Oui, par la sympathie qu'il y a entre le père et la fille. Tenez, monsieur, voilà une chaise auprès d'elle. Allons, laissez-les là tous deux. Pourquoi? Je veux demeurer là. Vous moquez-vous, il faut s'éloigner. Un médecin a 100 choses à demander, il n'est pas honnête qu'un homme entend. Ah, madame, que le ravissement où je me trouve est grand, et que je sais peu par où vous commencez mon discours. Quand que je ne vous ai parlé que des yeux, j'avais, ce me semblait, 100 choses à vous dire. Mais maintenant que j'ai la liberté de parler de la façon dont je le souhaitais, je demeure interdit, et la grande joie où je suis étouffe toutes mes paroles. Je puis vous dire la même chose, et je sens comme vous des mouvements de joie qui m'empêchent de pouvoir parler. Ah, madame, que je serais heureux s'il était vrai que vous sentissiez tout ce que je sens, et qu'il me fût permis de juger de votre âme par la mienne. Serez-vous constante, madame, dans ces bontés que vous me témoignez? Et vous, serez-vous ferme dans les volontés que vous m'avez montrées? Ah, madame, jusqu'à la mort, je n'ai point de plus forte envie que d'être à vous, et je vais le faire paraître dans ce que vous m'allez voir faire. Eh bien, notre malade me semble un peu plus gai. C'est que j'ai déjà fait sur elle un de ces remèdes que mon art m'enseigne. Comme l'esprit a grand empire sur le corps, et que c'est de lui bien souvent que procèdent les maladies, ma coutume est de courir à guérir les esprits avant que de venir au corps. J'ai donc observé son visage, ses regards et les lignes de ses deux mains. Et, par la science que le ciel m'a donnée, j'ai reconnu que c'était de l'esprit qu'elle était malade. Que tout son mal ne venait que d'une imagination déréglée, d'un désir dépravé de vouloir être mariée. Pour moi, je ne vois rien de plus ridicule et de plus extravagant que cette envie que l'on a du mariage. Voilà un grand homme. Et j'ai eu, et aurai pour lui toute ma vie, une aversion effroyable. Voilà un grand médecin. Mais, comme il faut flatter l'imagination des malades, et que j'ai vu en elle de l'aliénation d'esprit, et même qu'il y avait du péril à ne pas lui donner un prompt secours, je l'ai prise par son faible, et je lui ai dit que j'étais venue ici pour vous la demander en mariage. Soudain, son visage a changé, son teint s'est éclairci, et ses yeux se sont animés. Et si vous voulez pour quelques jours l'entretenir dans cette erreur, vous verrez que nous la tirerons d'où elle est. Oui, da, je le veux bien. Après, nous ferons agir sur elle d'autres remèdes pour la guérir entièrement de cette fantaisie. Oui, cela est le mieux du monde. Eh bien, ma fille, voilà monsieur qui a envie de t'épouser. Et je lui ai dit que je le voulais bien. Et là, c'est-il possible? Oui. Mais tout de bon? Oui, oui. Vous êtes dans le sentiment d'être mon mari? Oui, madame. Et mon père y consent? Oui, ma fille. Que je suis heureuse si cela est véritable? N'en doutez point, madame. Ce n'est point d'aujourd'hui que je vous aime et que je brûle de me voir votre mari. Je ne suis venue ici que pour cela. Et si vous voulez que je vous dise nettement les choses comme elles sont, cet habit n'est qu'un pur prétexte inventé. Et je n'ai fait le médecin que pour m'approcher de vous et obtenir ce que je souhaite. C'est me montrer des marques d'un amour bien tendre, et j'y suis sensible autant que je puis. Voulez-vous donc bien, mon père, me donner cet homme pour mari? Oui, ça, donne-moi ta main.
Donnez-moi aussi la vôtre pour voir. Mais monsieur... Non. C'est pour lui contenter l'esprit. Touchez-la. Voilà qui est fait. Acceptez pour gage de ma foi cet anneau que je vous donne. C'est un anneau constellé qui guérit les égarements d'esprit. Faisons donc le contrat afin que rien n'y manque. Hélas, madame, je le veux bien. Je vais faire monter l'homme qui écrit mes remèdes et lui faire croire que c'est un notaire. Oh, fort bien. Oh là, faites monter le notaire que j'ai amené avec moi. Vous aviez amené un notaire? Oui, madame. Que je suis heureuse. Au reste, je n'ai pas seulement eu la précaution de faire venir un notaire, j'ai eu celle encore de faire venir des voix et des musiciens pour célébrer la fête et pour nous réjouir. Qu'on les fasse venir. Ce sont des gens que je mène avec moi et dont je me sers tous les jours pour pacifier avec leur harmonie les troubles de l'esprit. Ils sont allés achever le reste du mariage. Comment ça? Le mariage? Ma foi, monsieur, la bécasse est bridée et vous avez cru faire un jeu qui demeure une vérité. Quoi? Laissez-moi passer! Laissez-moi passer!